Bonjour, je suis Rémi Charoc, enseignant-chercheur au département informatique et réseau de Télécom ParisTech. Et dans cette vidéo, on va voir les logiciels de gestion de version et notamment des exemples graphiques d'arbres de version avec Git. Dans Git, les commits sont identifiés par un identifiant unique. C'est une valeur hexadécimale sur 160 bits. On peut le représenter sous forme d'un rectangle bleu comme je le fais ici, avec la valeur là, puis 3 petits points parce que je ne la montre pas en entier. Un commit pointe vers son ou ses commits par an. Un dépôt Git, c'est finalement un graphe de commits, comme on peut le voir ici. Ensuite, une branche, c'est un pointeur de commit. Donc ici, on voit une branche qui s'appelle master. Finalement, c'est quelque chose qui va pointer vers un commit en particulier. Et quand on fait un commit, eh bien, la branche va avancer avec le commit. On peut créer plusieurs branches qu'on place sur différents commits. Par exemple, ici, on va créer une branche qui s'appelle testing, qui pointe vers le commit A47EA, etc. Et puis, on a déjà une branche master qui pointe au même endroit. Comme nous avons deux branches qui pointent au même endroit, eh bien, il faut distinguer la branche de travail, ou aussi la branche courante, ou la branche active, sur laquelle on travaille, avec un pointeur particulier qui s'appelle le head. Donc le head, c'est bien la branche courante de travail active. Les commits ne font déplacer que head et sa branche. Par exemple, si on fait un commit avec head sur testing, comme ici, eh bien on voit bien que le commit a fait avancer testing et le head. Et on voit bien aussi que master n'a pas avancé dans ce cas-là. Un checkout change la position de head. On peut faire un checkout d'une branche ou d'un commit en particulier. Alors attention, parce que si on fait un checkout d'un commit qui n'a pas de branche, par exemple ici on peut faire un checkout vers 34 AC2, donc c'est un commit qui n'a pas de branche, eh bien dans ce cas-là il vaut mieux créer immédiatement une nouvelle branche sur ce commit. Donc je vous conseille d'abord de créer une branche qui va pointer sur 34 AC2, et puis de faire un checkout, c'est-à-dire de déplacer le head de la branche active vers la nouvelle où on veut aller. Ici, regardons l'exemple. Si on fait un checkout de branche, on dit qu'on switch de branche. Donc ici, on avait le head sur testing et on va switcher de branche. Donc on fait un checkout de master et on voit bien que le head s'est déplacé de testing vers master. Attention, retenez bien que cela remplace tous les fichiers et tous les dossiers dans le workspace, c'est-à-dire dans l'espace de travail, par ceux pointés par la nouvelle branche, c'est-à-dire par ceux pointés par ce commit-là. Maintenant que le head est sur master, nous allons faire un commit et vous allez voir qu'il va se créer une divergence. Regardons ça tout de suite. Voilà, donc on a fait un commit. Et comme il y avait déjà des commits dans le futur par rapport à là où était situé le head, eh bien il se crée une divergence ici. Et on commence à voir des branches qui se forment et qui sont divergentes. Quand nous avons des branches divergentes, eh bien on peut très bien les fusionner avec le merge. Ici, par exemple, le point de départ, c'est d'avoir le head sur master et d'avoir une branche testing, et on fait un merge de testing dans master. Et puis ça va créer un nouveau commit qui représente le merge de testing dans master. Il est aussi possible de rebaser une branche dans une autre. Par exemple, ici, si on rebase testing dans master, eh bien, il n'y a pas de fusion de branches comme tout à l'heure, mais il y a un déplacement de la branche après la branche master. Vous voyez bien ici que testing a été rebasé juste après master. Donc un rebase déplace le pointeur de commit d'un endroit à l'autre. On notera ici pour un rebase que le nombre de commits est resté le même et que l'historique des versions reste linéaire également. Vous voyez ici qu'on a bien quelque chose de linéaire, contrairement à la fusion de branches où on avait de la divergence et puis une fusion. En général, quand on veut repartir d'une ancienne version, par exemple si on a une nouvelle idée et qu'on veut repartir d'une ancienne version pour essayer de la développer, il est préférable de créer une nouvelle branche. Par exemple, repartons de la version originale, car nous avons une nouvelle idée, et créons une nouvelle branche New ID, ici. On place ensuite le head pour dire qu'on travaille sur cette version. Et puis on va faire quelques commits pour tester notre nouvelle idée. On voit bien qu'il y a une divergence qui se fait, qui part de la version originale
et qui teste cette idée. Donc on a cette nouvelle branche New ID. Si cette nouvelle idée s'avère concluante, eh bien on pourra la fusionner par exemple avec la branche Master. Regardons ce que ça donne. Voilà, on voit bien ici que la branche nouvelle idée a été intégrée à la branche Master et donc il y a une fusion de branches avec un nouveau commit créé. Imaginons maintenant que vous vouliez annuler un commit particulier dans l'historique. Par exemple, celui-là, au hasard. Eh bien, vous serez tenté d'utiliser le mot-clé reset, et je vais vous le déconseiller fortement. Vous allez plutôt utiliser revert. Retenez cela, c'est très important. N'utilisez jamais reset, parce que la philosophie est la suivante. On vous demande de ne pas supprimer vos commits dans votre historique, pour pouvoir garder votre historique. Car si vous revenez dans le passé pour le modifier, eh bien peut-être que vous serez englouti dans un gros trou noir. Alors utilisez le revert à la place. Le revert, ça permet d'annuler des commits dans l'historique, mais de tout garder dans votre historique. C'est-à-dire que vous êtes fier de votre passé et que vous apprenez de vos erreurs en créant le futur. Retenez bien cela, n'utilisez jamais le reset, utilisez toujours le revert. Et voyons maintenant un exemple de revert. Si on veut annuler les modifications du commit F30AB, on imagine que ce commit a introduit une erreur, eh bien on veut simplement supprimer ce qu'a fait ce commit. Imaginons ensuite qu'on parte de la version AA87C, eh bien il suffira de faire un revert depuis AA87C de F30AB. Et ça va créer un nouveau commit, ici D12, D9, qui est égal à la version AA87C, moins les modifications du commit F30AB. Donc à chaque fois que vous allez vouloir faire des annulations, eh bien vous allez faire des reverts de commit en particulier. Vous pouvez bien sûr faire des reverts d'une branche en particulier. Imaginons ici qu'on fasse un revert de testing, eh bien ça annulera uniquement le commit pointé par la branche et rien d'autre. Revert annule un et un seul commit. Un deuxième attention, revert peut générer des conflits que nous allons voir juste après. Il est à noter aussi que les fusions peuvent générer des conflits. Regardons un exemple de conflit. Imaginons deux branches, Kevin et Richard, ici. Le fichier moi.txt diffère sur la deuxième ligne pour les deux branches. Sur la branche Kevin, il y a marqué « Je suis beau » et sur la branche Richard, « Je suis intelligent ». Donc faire une fusion, c'est-à-dire faire un merge de la branche Richard dans la branche Kevin, résulte en un conflit parce que c'est le même fichier et le contenu de texte est différent sur la deuxième ligne. Il faut donc faire un choix. Git nous aide à résoudre le conflit avec des annotations que l'on voit ici. Dans cette annotation, on retrouve entre cet ensemble de signes inférieurs et cet ensemble de signes égal, là où les lignes du head qui sont en conflit avec la branche Richard. Et entre les égales et l'ensemble des supérieurs, là où les lignes de la branche Richard qui sont en conflit avec la branche head. Ici, on voit le nom complet de la branche Richard qui est refs head Richard. Il faut donc faire un choix, garder l'une ou l'autre des lignes, ou encore un autre choix, pourquoi pas. Tant que le choix n'est pas effectué, nous restons dans l'état en train de fusionner, ou merging. Et tant que ce choix n'est pas effectué, la fusion n'est pas faite et ne peut pas être committée. Après mûre réflexion, faisons le choix de garder les deux phrases en les plaçant côte à côte, l'une après l'autre. Je suis intelligent en premier et en remplaçant tout va bien par tout va pour le mieux. Eh bien, il suffit d'éditer le fichier moi.txt, d'enlever les annotations automatiques, c'est-à-dire les égales, les noms de branches, les supérieurs, les inférieurs, de choisir une solution pour résoudre le conflit. Ici, on a choisi de prendre un peu du texte de la branche Richard, un peu du texte de la branche Kevin, et de modifier un petit peu le texte de la troisième ligne, tout cela pour résoudre le conflit et fusionner finalement les deux branches. On finit par Git et les bonnes pratiques, comité des modifications qui sont en relation les unes des autres. Par exemple, le fait de réparer deux problèmes, deux bugs, doit produire deux commits, et non un gros commit. Des petits commits facilitent la compréhension de toutes les personnes pour que les modifications puissent être plus visibles, et ça facilite également le processus d'annulation, donc le revert, si quelque chose se passe mal. N'oubliez pas que pour faire plusieurs commits en regroupant des modifications, il est possible d'utiliser l'index ou le staging area.
On ajoute les modifications du premier commit, c'est-à-dire le premier bug par exemple à résoudre dans le staging area, puis on commit. Et dans un deuxième temps, on ajoute les modifications du deuxième commit dans l'index, c'est-à-dire le deuxième bug à résoudre, et on commit. On va tester le code avant de committer, donc il faut résister à la tentation de committer quelque chose que vous pensez terminer. Mais en même temps, il faut faire beaucoup de commits. Il faut d'abord le tester en profondeur, votre code, pour être sûr que c'est terminé, qu'il n'y a pas d'effet de bord, des interférences, le mieux que possible. Et c'est encore plus vrai quand vous pushez du code, quand vous poussez du code sur des dépôts extérieurs, car cela veut dire que vous êtes prêt à envoyer une invitation pour pouler vos modifications et à dévoiler le code au grand public. Dans votre invitation, vous expliquez que vous avez bien testé votre code et vous allez mettre le mainteneur à l'aise pour qu'il soit d'accord pour pouler votre code, n'est-ce pas? Utilisez les branches le plus possible. Si les branches sont la fonctionnalité la plus puissante de Git, c'est pas par hasard. Les branches sont parfaites pour vous empêcher de mixer différentes lignes de développement de votre projet. Quand vous avez une nouvelle idée, vous allez créer une nouvelle branche. Vous devez utiliser les branches de manière intensive pour les nouvelles fonctionnalités ajoutées à votre projet, pour la correction des erreurs. Faites une branche à chaque fois que vous tentez de réparer une erreur, par exemple, pour les nouvelles idées, etc. Committez souvent. Si vous committez souvent, les commits seront plus petits, ça aidera non seulement les autres personnes à mieux comprendre, mais en plus à avoir des modifications qui sont en relation les unes des autres dans un commit. Ça permet de partager votre code de manière plus fréquente avec les autres, et donc c'est plus facile pour tout le monde d'intégrer vos changements, ça évite les situations de résolution de conflits. Au contraire, si vous faites des gros commits non réguliers, ça sera beaucoup plus difficile de résoudre les conflits et de faire des fusions de branches. Écrire de bonnes descriptions dans les commits. Commencez votre message de commit avec un petit sommaire de vos modifications, 50 caractères par exemple, puis vous séparez avec un petit blanc, et puis vous allez un peu dans le détail avec quelle est la motivation de cette modification, quelle est la différence par rapport à l'original, et forcez-vous à utiliser le présent ou l'impératif, et n'utilisez pas le passé ou le futur. Ne pas committer un travail à moitié fait, vous devez committer des modifications quand le travail est finalisé uniquement dans ce cas, mais en même temps, vous devez faire beaucoup de commits, n'oubliez pas. Cela ne veut pas dire que vous devez terminer une fonctionnalité importante ou une grande idée d'un coup, c'est plutôt le contraire. Vous divisez la fonctionnalité en petits morceaux logiques et pensez à committer souvent et assez tôt quand ces morceaux sont terminés. Ne committez pas avant d'aller prendre votre café ou si quelqu'un vous interrompt dans votre travail ou à la fin d'une journée de travail. C'est pas enregistrer un fichier normalement. Si vous êtes tenté de committer dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les stashes de Git qui ressemblent à des répertoires temporaires avant de committer. Git n'est pas un système de sauvegarde, de backup. Avoir ces fichiers dans un dépôt distance, c'est bien, mais c'est trompeur. Un gestionnaire de version est là pour gérer les versions et pas pour stocker des sauvegardes régulières de votre travail. Ne faites pas la confusion et n'assimilez pas Git à un logiciel de sauvegarde. Ce n'est qu'une toute petite partie de la puissance de Git. En faisant de la gestion de version, vous devez prêter une attention particulière à la sémantique des versions, c'est-à-dire la signification des versions, la description précise des commits, et vous ne devez pas envoyer des fichiers dans le dépôt distant de manière aléatoire pour les sauvegarder. C'est un mauvais usage. Autant utiliser Dropbox. Enfin, quel fichier à versionner ? Eh bien, le fonctionnement interne de Git s'appuie sur un moteur de calcul de différence entre les fichiers. On a vu les fichiers diff et patch. Cela fonctionne très bien pour les fichiers texte, TXT, XML, des codes sources en C, en Java, etc. Mais ça marche pas très bien pour les fichiers binaires, les images, les fichiers compilés .class en Java par exemple, les exécutables, les binaires. Dans le cas où un fichier binaire est modifié très souvent, Git va conserver des copies complètes du fichier pour chaque modification, et donc ça va devenir très gros inutilement. Donc évitez de committer les fichiers binaires, en particulier les fichiers compilés .o pour le langage C, .class pour le langage Java. De même, certains fichiers texte qui contiennent des chemins spécifiques à une machine, par exemple, je travaille sur ma machine dans C2 points, mes documents, etc. Eh bien, ça a peu d'utilité quand vous travaillez à plusieurs, parce que l'autre personne ne va pas travailler dans le même dossier que vous. Donc des fichiers texte qui contiennent ce genre de lignes, il vaut mieux les éviter. Pour éviter de committer tous ces fichiers, on peut instruire Git en lui donnant la liste des fichiers à ne pas considérer dans les commits via un fichier spécial qui est appelé le git ignore. Pensez à l'utiliser.